J'ai toujours voulu être journaliste, j'ai toujours voulu raconter ce qui se passait, essayer de décrypter l'information. Donc j'ai habité aux États-Unis, j'ai fini mes études de journalisme et quand je suis rentrée en France, je suis rentrée dans différents journaux et puis j'ai fait toute ma carrière dans le groupe Marie-Claire, dans différents journaux, donc la presse féminine, mais avec une option, avec une vision sociétale. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux femmes, quels sont les grands problèmes des femmes à l'heure actuelle en France, quels sont les grands enjeux. Donc ça allait de voilà, le surendettement au droit de l'IVG menacé, en passant par les relations familiales, voilà, des sujets extrêmement variés. Et j'avais l'impression que toute ma vie, je ne ferais que ça, j'écrirais des articles. Ce que j'aimais dans les articles, c'était le côté extrêmement rapide. Voilà. Au bout on faisait l'enquête, on rencontrait les gens, on trouvait ce qu'il fallait dire et informer les lecteurs, puis après on passait à autre chose. Et je me rappelle toujours que mon prof de journalisme me disait, vous savez, il faut pas avoir la grosse tête parce que votre article il sert à emballer le poisson le mois prochain. Et moi j'aimais bien cette idée-là que c'était temporaire, éphémère et qu'on passait à autre chose. Voilà. Et puis en 2008, curieusement, j'ai commencé à avoir une histoire autobiographique qui me trottait dans la tête. Et je me rappellerai toujours, c'était un samedi et j'avais tous mes enfants qui tournaient autour de moi. C'était vraiment pas la meilleure période pour écrire. Puis je me suis dit, et si je me lançais? Et si je commençais un nouveau chapitre? Et si je commençais un chapitre? Alors je me disais pas, je vais écrire 200 pages. C'est hyper impressionnant d'écrire 200 pages. Un livre, pour moi, c'était Flaubert, c'était Balzac. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Donc je me suis dit, ben, je vais juste écrire un premier chapitre puis on verra où ça me mènera. Et donc il tournait tout autour de moi et j'ai écrit le premier chapitre et puis après j'ai eu envie de continuer cette histoire et donc c'était un récit largement autobiographique qui racontait la vie d'une famille après la mort d'un jeune homme de 20 ans, la manière dont le suicide redistribuait en fait les cartes dans une femme, voilà, entre les générations, entre les vieux et les jeunes, entre les femmes et les hommes, entre les enfants et leurs parents. Bonjour. Et donc voilà, je l'ai écrit plutôt vite, dans une espèce de ferveur comme ça qui m'est venue. Et puis il a remporté 3 prix littéraires. Donc je me suis dit que peut-être j'avais une petite légitimité à continuer. Pour l'enregistrement, je dis que le livre s'appelle Et le jour pour eux sera comme la nuit. Il existe en format poche chez J'ai lu. Et c'est le livre sur lequel je t'ai rencontré, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment un cri. On dit que les premiers romans sont toujours autobiographiques. Bon voilà, celui-là l'était complètement, avec une écriture sèche, nerveuse, essayant d'éviter au maximum, en fait. d'éviter au maximum le pathos. Tout ce qui concerne le drame, pour se concentrer vraiment sur l'après. Et en fait, dans tous mes romans, si j'arrive, parce qu'on a toujours beaucoup de mal à qualifier son propre travail, mais c'est ça ce qui m'intéresse moi, c'est l'après. L'après suicide, l'après Shoah, l'après, dans le dernier roman, dans le Dakota, après une attaque, qu'est-ce qui se passe pour un jeune homme de Harlem. Voilà, moi je suis toujours dans la page d'après. Tu veux bien nous lire? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Alors, je pensais que j'allais lire peut-être le premier chapitre, histoire de plomber l'ambiance tout de suite. Donc voilà les courageux qui sont venus. Ça se prête avec le temps. L'état d'esprit de chacun des membres. C'est normal après un drame. Mais justement, il y a quelque chose. Il y a des réajustements dans les dernières pages. D'espoir. L'air qui siffle puis un bruit mat, spongieux, presque écœurant. Il n'y a pas de mots pour ce bruit. Un pigeon, un ballon, une valise, c'est ça une valise. Pierre ouvre la fenêtre de la cuisine, des taches de couleur, un pull jaune poussin, un bout d'écharpe rouge. Pierre hurle. Laura surgit. Que se passe-t-il? Tu me fais peur, dis quelque chose. Il y a eu un accident. Escalier à dévaler, porte trop lourde à pousser. Une fois dans la cour, Laura se précipite vers le corps. Elle s'immobilise, muette et hébétée.
et tout ce verre qui coupe les genoux. Elle tombe et prend la tête de Denis. De ses mains tremblantes, elle fait un oreiller. Pierre lui retrouve ses gestes de médecin, le pouls, le cœur, les yeux. Rien. Il n'y a plus rien après une chute de 7 étages. Laura est transie. Denis d'Aubigné est bien mort ce 23 janvier à 8 heures du matin, dans la cour d'un immeuble bourgeois d'une rue paisible du 15e arrondissement de Paris. 20 ans, 7 étages. Voilà. C'est le début. Donc on commence par en fait ce qu'on devrait finir, c'est-à-dire normalement on finit par la mort, et donc moi je la pose au début, et ensuite je regarde comment tous les personnages vont essayer de vivre avec cette absence. L'incipit marque à l'absent toujours présent. Voilà, donc c'était vraiment ce fil-là que je voulais nouer. Et voilà, le livre avec ce livre, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup visité de collèges et de lycées, parce que on parle très peu du suicide des jeunes, et donc j'ai été invitée beaucoup. Voilà, je l'ai fait avec bon cœur et avec ferveur, et puis à un moment donné, j'ai arrêté de le faire parce que je trouvais ça quand même très difficile et que j'avais rien à. Voilà, j'étais pas psy, j'étais juste quelqu'un à qui c'était arrivé, et je pouvais pas consoler les autres en fait. Voilà, parce que la littérature, elle n'aide pas à consoler les autres, même si on le voudrait. Et donc j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de parents qui sont venus, beaucoup d'enfants, et ça a été important. Le livre a été récompensé par la Société des gens de lettres. Il a eu le prix de la ville de Dijon et un autre prix aussi en banlieue parisienne. Et donc je me suis dit que voilà, que peut-être je n'avais pas que ce livre, parce que parfois on se dit on a peut-être un seul livre en tête en fait dans son cœur. Et donc j'ai pris une année sabbatique, parce que c'était quand même très difficile d'écrire et voilà, de ça, travailler. C'est la réponse à une question que je n'avais pas encore posée, mais qui était ça, c'est comment s'organiser pour arriver voilà, et j'ai écrit la ensuite vie de famille, la vie professionnelle. Ouais, pas forcément facile, pas forcément facile, et en tout cas voilà, pendant les vacances, le soir, voilà, la nuit, de manière classique. Et j'ai écrit ensuite un deuxième roman qui ouvre. Donc c'est Le Monde d'Anna. Voilà, qui ouvre une trilogie en fait sur la Shoah et après. Alors là aussi, assez autobiographique, puisque ça retrace la vie de mes grands-parents qui sont arrivés dans le 11e arrondissement de Paris en 1920, qui étaient des juifs turcs et qui ont vécu des années 20 dans un quartier qui était majoritairement turc, qui a complètement disparu, puisque le 11e maintenant est complètement asiatique. Et donc j'avais envie de raconter ce Paris-là qu'on appelait le petit Istanbul à l'époque. Donc j'ai imaginé, alors c'était déjà un immeuble, comme dans le Dakota, 2 fillettes qui vont être liées par un secret dans un immeuble. Oui. Et il y a aussi, dans ce livre-là, moi, il y a quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris, c'était les trains qui étaient partis de Paris pour essayer, pour emmener des Juifs en Turquie. Voilà, donc c'est une histoire que personne ne connaît, pour une bonne raison, c'est qu'elle n'a jamais été écrite. Et moi, dans ma famille, on parlait de trains qui avaient ramené la famille de Paris à Istanbul en 1944. Mais je ne savais pas si c'était une histoire, vous savez, une fable, une espèce de fantasme. Une légende familiale. Voilà, une légende familiale, ça me paraissait. Bon, j'ai perdu mes parents, mes grands-parents assez tôt, donc je savais pas si c'était vrai ou pas. Et donc là, j'ai utilisé, ben voilà, ce que je sais faire comme journaliste, comme grand reporter, et je suis allée retrouver 30 personnes qui ont pris ces trains, dont donc mes grands-parents l'avaient fait, mais n'en avaient pas dit un mot. En fait, c'était comme ça, on n'en parlait pas dans la famille. Et donc j'ai raconté l'histoire de ces trains, ce qui est assez incroyable, c'est-à-dire que la Turquie, pendant la Première Guerre mondiale, était alliée avec l'Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était neutre, mais elle a considéré que les Allemands n'avaient pas à prendre des gens qui ne leur appartenaient pas, que tous les citoyens turcs étaient des citoyens libres. Et donc, voyant que les Allemands de plus en plus resserraient la nasse, resserraient le filet, ils ont décidé de faire ces trains avec des Juifs qui avaient leurs papiers. C'est ça la grande tragédie, c'est que la majorité n'avait plus leurs papiers puisqu'ils n'avaient pas payé
l'impôt qui devait leur permettre d'avoir un passeport turc, mais mon grand-père l'avait fait. Et donc, je raconte, ben voilà, effectivement, ce voyage, qui est un voyage incroyable, parce que toute l'Europe est occupée par les Allemands, et le train de Juifs traverse l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, et arrive finalement à Istanbul. Et donc, c'est un autre exil. Ma mère avait 7 ans, et donc je me suis intéressée à ça, voilà, comment une petite fille qui n'a connu que Paris et les privations finalement de la guerre arrive à Istanbul dans le soleil et la lumière de l'Orient, et surtout elle revient, parce que tous ces juifs turcs sont revenus en 1945, et donc elle se deviendra journaliste, et elle sillonnera le monde. Donc c'est déjà l'après-Shoah, la manière dont la Shoah a changé la donne pour de nombreuses personnes, mais autour d'enfants et autour surtout d'une amitié entre deux familles dans un même immeuble. Voilà. Le lieu qui est important. Et ce qui est très touchant, enfin moi j'avais été émue à ma lecture, c'était on a vraiment le point de vue de la petite fille. Oui, c'était vraiment important. La voix de l'enfant, enfin ça c'était très, très réussi. C'était vraiment important. À cette époque, j'avais une fille de 7 ans, donc j'essayais vraiment de rentrer un peu dans sa tête, une petite fille qui vit en temps de paix, qui vit dans une période qui n'a rien à voir, mais qui voit autour d'elle la méchanceté des adultes. Donc voilà, c'est un roman qui a plu parce que personne ne connaissait en fait et ce quartier sous cet angle-là, turc, et ces trains. Voilà. Alors, il y a, enfin, au sujet des personnes qui se sont tues, comme tu disais, les grands-parents qui n'en avaient pas parlé, il y a aussi dans Sans oublier, que tu as écrit après. Donc c'est moi qui suis sur la couverture là. La petite fille là. Donc là, je suppose derrière c'était ma mère, le frère, et tout au fond le père. Tu es très observatrice parce que personne ne voit le frère, tu vois. C'est comme une photo, tu sais, une photo cachée où personne ne voit. Mais moi je fais des photos aussi. Donc. C'est une photo de photographe. Mon oncle était un très bon photographe et a pris cette photo. Et donc, au départ, alors ce roman-là commence comme un roman très, très contemporain, et par une histoire de deuil aussi. C'est une jeune femme qui a 2 enfants, qui a un travail, un mari, ils travaillent beaucoup, ils ont une vie très, très active. Et la mère de cette jeune femme, qui est grand reporter, meurt en reportage en Russie. Et ça leur tombe dessus d'un seul coup, vu qu'elle allait très bien quand elle est partie, quoi. Elle était... et puis qu'en plus, comme c'est en Russie, tout est compliqué. Ils n'ont aucune certitude. Puis après, ils ont des coups de fil de mafieux russes qui réclament des rançons pour rapatrier le corps. Enfin, c'est très... Très glauque. Oui, voilà, il y a vraiment de quoi perdre le nord complètement. Et donc, cette jeune femme, pour le résumer de façon bien trop brutale et trop rapide, mais entre dans une phase de dépression après un deuil, quoi. Et finit par partir, mais parce qu'elle est au volant d'une voiure et que vraiment elle n'en peut plus, elle part en province, elle part à Chambon. Voilà, elle part au Chambon sur Lignon. Ça semble être un hasard pour elle, ce nom n'évoque rien. Et puis c'est comme une fugue, elle part pour se ressourcer, elle part parce qu'elle ne peut plus rester, elle a l'impression d'être toxique pour ses enfants, pour son mari, elle a besoin de se reconstruire un peu, et elle arrive dans ce village, et ce village va commencer à lui parler, et elle va rencontrer des gens, elle va rencontrer un kiné qui va l'aider, et elle va se rendre compte que les racines de sa mère à un moment donné ont été là. Et donc c'est toute cette recherche de racines par une fille d'aujourd'hui sur sa mère, donc évidemment la génération précédente, et elle va découvrir là aussi un secret de famille, quelque chose qui n'a pas été dit. Sa mère a été cachée dans ce village, et cette connaissance là de cet épisode de la vie de sa mère qu'elle oublie, qu'elle ne savait absolument pas, ça va lui permettre de revenir plus forte. Donc c'est aussi un roman peut-être un peu sur le deuil, mais surtout sur la manière dont on se reconstruit, ce qui est en filigrane de tous mes livres, la manière dont on peut, après une épreuve, se reconstruire. C'est un roman
que j'aime particulièrement. C'est pas celui qui a le mieux marché du tout, mais il y avait vraiment un ton de vérité que je crois était réussi. Et puis le Chambon-sur-Lignon, c'est aussi mes racines parce que la famille de mon père est originaire de là. Et donc je voulais revisiter ce qui s'était passé au Chambon. Donc le Chambon, c'est le seul village de France qui a obtenu le titre de juste parmi les nations, donc reconnu internationalement par son action de résistance et de cache pendant la guerre. Et donc c'était voilà une manière de revisiter ça. Beaucoup de livres ont été écrits sur la question. Moi, ma spécificité, c'était une fille d'aujourd'hui sur une histoire d'hier. Et en fait, même si le départ est un deuil qui fait d'ailleurs ressurgir des choses d'un deuil précédent, plus les questions historiques et l'origine de la famille et ce que la famille a traversé, ce qui m'avait marqué personnellement dans ma lecture, c'était le côté où ils essayent chacun de s'en sortir et chacun de s'entraider alors que c'est vraiment pas évident du tout, en particulier avec sa belle famille, qui justement fait partie de ces personnes qui n'ont pas une bibliothèque avec des livres, mais avec des faux livres. Des faux livres, oui. On voit ça, hein, parfois, des faux livres. Malgré tout ça, malgré ce qui survient, voilà, ils essaient de s'épauler quand même et de s'en sortir. Oui, il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière dans les livres. Au début, on peut me dire, oh là là, l'écriture est difficile si tu abordes des sujets qui sont quand même pas drôles, mais il y a toujours cette force de caractère, il y a toujours cette colonne vertébrale qui permet au personnage de s'en sortir. Et voilà, donc là j'ai eu le prix de Saint-Étienne pour Sans oublier. Et donc j'ai eu des très très belles rencontres dans des collèges, dans des lycées. Voilà, moi j'aime beaucoup aller en province. Je trouve que les lecteurs de province sont formidables. On est très bien reçus. Et puis j'aime surtout discuter avec les jeunes, quoi. C'est les questions qu'ils posent parfois, mais c'est vraiment. Oui, parce qu'ils n'ont pas plein d'a priori. Oui, pour eux, ben voilà, je disais, moi c'était Flaubert, Balzac, mais pour eux c'est le vieux monsieur avec la pipe, quoi. Donc quand ils voient arriver une fille, un auteur vivant, ça un auteur alors. vivant, ils sont déjà étonnés. Puis alors après, ils se demandent toujours si on est connu, alors que en fait on n'écrit pas forcément pour être connu. Enfin, beaucoup de gens n'écrivent pas pour être connus. Oui, c'est pas en écrivant qu'on est forcément très connu. En fait. Voilà, et puis combien on gagne par page. En fait, ils ont des questions qui sont parfois. Enfin, c'est très rafraîchissant et en même temps, on se rend compte qu'il y a un tel boulot et puis ils sont contents, quoi, quand on passe du temps avec eux. Enfin bon, moi je pense qu'il faut envoyer les auteurs dans les lycées, dans les collèges. Il y a quand même un de tes livres qui n'a pas dû vraiment t'envoyer dans les lycées. Non, ça j'y suis pas allée. C'est Dernière nouvelle du Front sexuel, un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles. J'adore les nouvelles. Donc je viens du monde anglo-saxon puisque j'y ai passé 5 ans, où les nouvelles sont un genre vraiment à part entière. Moi, j'adore lire des nouvelles. Je déplore qu'en France, les nouvelles soient si faibles. Vraiment, quand on en présente à des éditeurs, ils font toujours la tête et ils tordent le nez en disant « Non, ça va pas se vendre, non, c'est affreux, etc. » Et moi, là, j'avais envie de raconter dans les dernières nouvelles du Front sexuel tout ce qu'on ne peut pas dire aux lectrices des magazines féminins. Parce que dans les magazines féminins où j'ai sévi pendant si longtemps, on dit aux femmes, il faut vous épanouir sexuellement, il faut tout essayer, vous êtes maîtresse de votre plaisir, voilà, il faut que vous preniez les hommes comme ça, etc. Et moi, je me suis dit, tout le monde sait que c'est faux, enfin, voilà, que ça marche pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passerait si on poussait un petit peu le raisonnement jusqu'à, ah ben voilà, ces filles-là, elles vont essayer toutes les bêtises qu'on leur met dans la tête à longueur de temps dans la presse féminine, et qu'est-ce qui va se passer? Des catastrophes, évidemment, il va se passer des catastrophes. Et c'était ça ce qui m'amusait, c'était un angle sociétal sur le sexe, alors que ce soit les sextos, les sites de rencontres, les robots, les sextoys, voilà, tout ce qu'on nous vend comme le truc de la modernité, voilà, alors qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
soleil. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé véritablement depuis Cléopâtre, disons, ou le Kama Sutra. Et donc, je me suis beaucoup amusée. L'idée, c'était que ça ne devait pas dépasser une page ou deux. Donc, c'est vraiment très court. Donc, on rentre dans la nouvelle souvent, comme ça. C'est drôle. Enfin, voilà, ben, j'ai essayé en tout cas. si tu veux bien que j'en lise une? Ah oui, surtout. Alors j'aimerais vraiment que tu la lises toi, sinon je vais rougir jusqu'à. ANPE, mon amour. Elle avait été renversée la première après 20 ans de bons et loyaux services. L'entreprise du tertre avait délocalisé en Serbie et elle n'avait pas voulu suivre. Puis ce fut son tour. La crise avait bon dos et personne ne trouvait à redire au licenciement. Ils commencèrent à s'inquiéter, forcément. Les indemnités ne dureraient pas indéfiniment, le chômage non plus. Et à 47 ans, ils eurent la surprise de se découvrir seniors. Peu à peu, ils arrêtèrent de voir les copains, de sortir le soir et même l'après-midi. Ils peaufinaient leur CV, épluchaient les petites annonces sur le net, élaboraient des stratégies. Un matin, c'est lui qui changea la donne. Elle remplissait des formulaires quand il s'agenouilla devant elle et lui embrassa doucement les cuisses. Elle se laissa faire, interdite, face à l'ourlet satiné de sa bouche. Cela faisait si longtemps. Après 13 ans de vie commune et des mois de tentatives infructueuses pour faire un enfant, ils avaient arrêté de se toucher, même de s'embrasser, sauf à Noël peut-être, et encore. Le lendemain, elle le surprit en imitant son geste de la veille. Il lui proposa alors un bain à deux, comme cela en plein après-midi. Elle riposta par une orgie de baisers profonds le soir même. Ils baptisèrent toutes les pièces, s'aimèrent sur la table façon le facteur sonne toujours deux fois, ou par terre, version le dernier tango à Paris. Quand ils s'aventuraient dehors, les commerçants du quartier leur trouvaient l'air frais, l'humeur gaie, la pupille facétieuse. « Ça avance la recherche d'emploi? Pas trop dur ?»« Ça va, oui, répondirent-ils en chœur, main dans la main, pressés de retourner au lit, le royaume où ils étaient rois. Il retrouva le premier un poste, un peu au-dessous de ses compétences, mais il n'avait pas le choix. Puis une ancienne collègue l'appela, car elle avait besoin d'une directrice de clientèle expérimentée. Bientôt, ils ne firent plus l'amour que le samedi soir, comme les autres. J'adore ça. La chute est formidable. Mais oui, ça, j'ai pas été dans les lycées et dans les collèges. Parfois, quand je suis présentée, le titre est évacué, donc on n'en entend plus parler. Mais j'aime, voilà, à part cette couverture, j'étais contre, et donc je me suis battue. Oui, je pense que c'est l'éditeur. Voilà, c'est l'éditeur. Connaissant le monsieur. Voilà, c'est l'éditeur qui a imposé cette couverture, et j'étais contre, et j'ai bien fait d'ailleurs parce qu'on a cru que c'était un livre porno, alors que c'est jamais plus, c'est aussi soft que ce qu'on a lu, hein, c'est jamais plus hard que ça. Mais oui, c'était l'idée que les journalistes ont un espèce de langage préformé, préfabriqué, prémâchouillé, et que en fait, si on confronte tous ces mythes qui circulent dans la société avec la réalité, il peut arriver des jolies catastrophes ou des drôles de méprises, et c'était ça ce que j'avais envie de raconter. Alors, on va revenir là sur... Il n'y a pas vraiment d'autres enchaînements possibles, parce que là, on repart sur un roman qui s'appelle Le gardien de nos frères, qui a été publié en 2004, non, 2016. 2016, oui, l'année dernière. Et donc, on retrouve là, pour le coup, la période de la guerre, de l'occupation. Avec le héros est un garçon de 16 ans, qui se prénomme Simon, et qui, par les circonstances et parce que il est très courageux en fait, s'engage et fait de la résistance, des actions directement. Donc on démarre comme ça en fait. Exactement, il appartient à une riche famille juive d'origine alsacienne. Il habite dans le 7e arrondissement de Paris. Il comprend beaucoup plus vite que son père le danger de se faire recenser, de porter l'étoile jaune. Il va s'opposer à son père, et la famille va partir à Toulouse. Et à Toulouse, il va rentrer dans la résistance, d'abord avec en fabriquant des faux papiers. Il est très bon faussaire.
guerre, et ensuite directement en prenant les armes dans les maquis du Tarn. Les maquis du Tarn qui ont joué un rôle extrêmement important dans la libération de la France. Et puis la guerre se termine et c'est la désolation. Il retrouve presque personne. Il cherche son petit frère qui s'appelle Élie, qui a disparu à Toulouse dans des conditions mystérieuses. Il était au maquis et il retrouve plus son frère. Et on va lui proposer une mission complètement inédite qui a tout à fait existé et qui est très mystérieuse, qui est de devenir dépisteur. Alors les dépisteurs, c'était des jeunes comme mon héros, comme Simon, qui souvent étaient scouts et qui avaient souvent participé à la guerre, qui avaient été même parfois en camp ou en prison, et qui se disent que ils doivent aller chercher les enfants qui ont été cachés par leurs parents. Les parents ne reviennent pas, on sait très vite que les parents juifs ne reviendront pas. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Certains ont été cachés dans des fermes, chez des paysans, dans des couvents, dans des orphelinats, dans des hôpitaux même. Certains n'ont même pas eu le temps d'être cachés puisque les parents ont été pris dans des rafles, dans la rue. Dans cette rue par exemple où il y a eu beaucoup de rafles, et donc les dépisteurs pensent aux enfants et se disent c'est notre devoir moral de les récupérer, et donc ils vont sillonner la France en équipe et ils vont aller frapper aux portes des couvents chez les paysans pour les récupérer. Et Simon va faire équipe avec une jeune femme polonaise qui s'appelle Léna, avec qui il n'a pas du tout d'atome crochu, ça se passe pas bien du tout entre eux. Au départ, en tout cas. Au départ, et puis ils sillonnent le sud-ouest à la recherche de ses enfants et à la recherche du petit Élie, et donc il va y avoir une histoire d'amour qui va émerger entre deux. Et donc c'était une façon de parler à la fois d'une famille, bien française, comme les Simone Veil, comme la famille de Simone Veil, comme la famille de Vidal-Naquet, voilà, ce genre de famille bien installée, comme Hélène Baird, quoi, en fait, hein, voilà, c'est ça. Et puis de parler de résistance, et puis de parler de tout l'après-guerre. L'Église catholique, à partir de 46, ne veut plus rendre les enfants. Les paysans voient partir une main-d'œuvre de manière extrêmement négative. Les familles qui se sont évidemment prises d'affection et d'amour pour ces enfants ne veulent pas non plus les rendre. Donc en fait, entre 46 et 54, ces dépisteurs se sont heurtés à de nombreuses difficultés pour récupérer les gosses. Des gosses, une fois qu'ils étaient remis dans des orphelinats, dans des maisons d'enfants, il fallait ensuite s'en occuper, les élever, leur fournir un métier, une éducation. Et donc ça a été le travail des scouts en partie. Et donc c'est une histoire que je raconte jusqu'en 1967. Voilà, c'est une histoire d'amour et c'est une histoire d'aventure. Oui, alors l'histoire d'amour n'est pas du tout mièvre, elle est très ancrée dans l'époque. Enfin, oui, elle est nourrie les difficultés qu'ils ont à franchir pour être encore aptes à aimer. Enfin, je sais pas bien trouver le mot. Si, c'est ça, c'est des jeunes qui ont tout perdu en fait, hein. La guerre les a laminés, et donc ils trouvent cette mission qui leur donne un sens à leur vie, mais est-ce qu'ils vont être capables d'aimer? Est-ce qu'ils vont être capables de passer outre la tragédie? Là encore, on est dans l'après, dans la capacité de se reconstruire pour de jeunes qui ont tout perdu et qui vont chercher chacun leur chemin. Donc Simon, lui, il aimait dessiner, il va devenir architecte, et il sera architecte à New York et il va construire des tours importantes à New York. Léna, elle, c'est une bâtisseuse, elle a besoin d'un pays nouveau, la Pologne, après la guerre, c'est plus possible, donc elle va essayer de construire un pays, un nouveau pays, donc en Israël. Donc c'est aussi la manière dont le destin après la guerre est changé pour toute une jeunesse qui finalement a de nouveaux choix à faire. Tu voulais dire... Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai mis? Page 135. Un immeuble bourgeois rue de Téhéran, une secrétaire à l'entrée. Simon rentre avec les garçons et les filles, tous du même âge. Bonjour, je m'appelle Pierre.
Comme vous le savez, pendant ces 4 années d'occupation, nous avons sauvé des enfants des griffes nazies. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation inédite. Le Lutetia est terminé, la gare de l'Est aussi, il n'y aura plus de retour. S'accrocher à l'espoir de revoir un jour les absents n'a aucun sens. Cachés par les organisations juives, certains se trouvent déjà dans des maisons d'enfants. Mais d'autres ont disparu dans la nature, ont été soustraits à la police française, ont été placés à la campagne par leurs parents. Ces enfants-là ne sont pas morts, ils sont bien vivants. Certains vivent dans des familles qui les tolèrent à peine. Combien de mômes sont dans ce cas-là? Difficile à dire. La presse américaine parle de 20 000 enfants juifs. Pour les Anglais, ils sont 7 500. Nous, on table plutôt sur 3 000. Et la Croix-Rouge? Après tout, c'est son boulot. Pour l'instant, tout le monde a d'autres chats à fouetter. Ces enfants n'intéressent personne. Leurs parents ont été déportés et assassinés. Il est de notre devoir sacré, vis-à-vis de leur famille et de notre peuple, de nous en occuper nous-mêmes. Simon repense à Élie, leur porte entr'ouverte, puis refermée, l'espoir toujours démenti, sans pouvoir se départir du sentiment étrange que son frère est pourtant vivant, pas loin. Ceux qui sont intéressés, levez la main. Au dépisteur, lance Lionel. Au dépisteur, répondent-ils d'une seule voix. Le groupe se disperse sans un mot. Simon s'apprête à regagner sa prison quand le type a l'allure de boxeur l'accoste. C'était ta sœur, Madeleine? Madeleine sera toujours ma sœur. Mon nom est Ferdinand, Ferdinand Hayem. Hibou était ma cheftaine, une bien chic fille. Alors, ça se passe dans un milieu qu'on étudie assez peu au point de vue littéraire, qui est donc les scouts. Et c'est ça ce qui m'intéressait aussi. C'était, Oui, puis la diversité des scouts, en fait. oui, plein, des scouts communistes, des scouts socialistes, des scouts religieux, des scouts laïques. Ouais. Voilà, c'était une grande époque de scoutisme. Et moi, j'ai été élevée dans le scoutisme par ma famille paternelle. Et donc, j'avais vraiment envie de raconter cette histoire-là. Et puis là aussi, un lien familial, puisque mon grand-oncle était dans ce village et était pasteur du village où le maquis a été créé. Voilà. Et donc il me racontait quand j'étais enfant, avec le maquis, ils avaient attaqué un train rempli de marchandises allemandes. Et donc pour moi c'était les cow-boys et les Indiens, quoi. C'était donc j'ai eu envie de raconter ça et de faire surtout des recherches, parce qu'évidemment tous ces livres-là sont des livres où l'enquête est extrêmement Ouais, puis importante. on apprend des choses. Moi, j'avoue que je connaissais pas l'existence des dépisteurs. Personne. Il y a que voilà. Après, j'avais peut-être lu quelque chose sur les enfants confiés, mais peut-être un article, je sais pas, et le fait que à un moment donné, les gens étaient heureux que des parents se remanifestent et qu'à un autre moment, un peu plus tard, au contraire. Oui, c'est surtout valable pour l'Église catholique qui a vraiment, à partir de 46-47, c'est l'affaire Finali, qui était une affaire, voilà, qui était un procès, voilà, qui était un procès qui a eu lieu et qui a tenu la France en haleine. Et on a du mal à imaginer maintenant, parce que tellement d'années sont passées, mais par exemple Mauriac a pris position contre le retour de ses enfants. Donc les enfants finalistes et des enfants qui étaient nés en France de parents juifs allemands. Les parents avaient été déportés et tués. Les deux fils, puisque ces deux garçons avaient été circoncisés et avaient été confiés à une crèche. Et la directrice de crèche avait voulu adopter les enfants et les avait baptisés après la guerre, en 48. Et quand en Israël, les gens ont dit, une tante a dit, on voudrait récupérer les enfants, elle a dit non. Et en fait, elle a fait cacher, comme par exemple Touvier, qui passait de couvent en couvent jusqu'en Espagne. Elle a fait cacher les enfants par le même réseau, et chaque fois que les policiers allaient pour essayer de trouver ces enfants, les enfants étaient cachés dans un autre couvent. Et donc ça a été une cavale qui a duré pendant 2 ans. Mais ce qu'on a du mal à imaginer maintenant, c'est, j'ai retrouvé les articles de presse, mais la violence, mais il y avait la France laïque qui était totalement révulsée, et puis la France catholique qui disait mais laissez-nous tranquilles, ces enfants nous appartiennent. Enfin bon, enfin, c'était comme la manif pour tous maintenant, quoi. C'était vraiment extrêmement violent. On voit aussi dans leur travail que certains enfants, on voit la diversité des gens qui ont aidé les enfants.
C'est-à-dire ceux qui l'ont fait vraiment Oui, par cœur, et puis ceux qui l'ont fait en particulier à un moment donné, on peut dire ils sauvent une enfant qui était maltraitée, qui mhm. était même en danger. Oui, oui, l'historiographie actuelle Mm. travaille, et c'est terrible, sur les abus sexuels qu'ont subis les enfants qui étaient cachés. Voilà, donc voilà, dans les campagnes, voilà, les filles arrivaient et personne ne pouvait vraiment les protéger, et donc il y a eu des enfants qui ont été maltraités et des enfants qui ont été violentés. Et donc voilà, moi j'ai rencontré énormément, j'ai rencontré une cinquantaine d'enfants, donc et ces histoires-là ressortent beaucoup. Mais on sent à la lecture euh, enfin, que c'est vraiment basé sur quelque chose de fond. Enfin, j'ai du mal à trouver les mots. Bah, c'est un travail de Voilà. documentation de 6 mois. Hein. Mm. C'est 50 interviews. J'ai retrouvé une dépisteuse, 2 dépisteuses, donc une en Israël, une en France. Donc elles m'ont raconté comment elles plaçaient les enfants pendant la guerre, comment elles faisaient 50 km à vélo pour apporter des nouvelles, pour apporter des chaussures, etc. Comment elles mettaient même des petites annonces dans les journaux pour dire enfants cherche famille au grand air. Voilà, c'est tout un travail qui a été fait dans tous les départements français, mais dans le sud-ouest particulièrement, parce que Toulouse est quand même proche de la frontière, et donc il y a eu beaucoup d'actes de résistance en emmenant les enfants de l'autre côté de la frontière, et puis c'est proche des camps de concentration, Recébédou, Gurs, le Vernet, voilà, tout ça c'est dans cette région-là. Donc il y a eu tout un travail effectivement à Toulouse et dans les environs. On a du mal à imaginer, on pense toujours à la résistance à Paris, mais on a du mal à imaginer que par exemple à Toulouse, les FTP, les communistes, ont tué plus de 300 soldats dans les rues de Toulouse. C'est énorme, quoi. Et donc ça, je trouvais que ça méritait d'être raconté, et puis raconter aussi, quand on disait l'après, voilà la manière dont ces enfants-là ensuite ont dû se construire, à la fois avec le vide, avec l'absence, et, avec le sentiment qu'ils étaient les derniers, que leurs parents n'étaient plus là et qu'ils devaient eux bâtir un nouveau monde comme ils le pouvaient, et ils l'ont fait avec beaucoup de courage. Et là, là je parle encore dans les collèges ou les lycées, bon, la résistance pour les jeunes, jusqu'à il y a un an, enfin jusqu'aux attentats de Charlie, c'était quelque chose qui était vraiment du domaine de l'histoire, hein, du noir et blanc, l'histoire de grand-père, enfin, c'est papy fait de la résistance. Puis il y a eu les attentats, et maintenant les questions c'est vraiment comment on dit non, comment on sait qu'il faut s'opposer, comment on sait que c'est mal, comment on peut réagir, comment nous on peut réagir quand on est jeune. Et donc c'est une histoire qui les touche parce que c'est d'autres enfants à une autre époque, mais c'est aussi un sentiment eh bien, à un moment donné on sait qu'il faut s'opposer et qu'il faut dire non. Donc que la résistance c'est pas uniquement le passé, mais que ça peut être incarné aujourd'hui. C'est pas uniquement, enfin là il y a Simon au départ qui lui est dans la résistance armée, mais c'est aussi cette résistance de solidarité qui est faite sans armes, qui est faite en protégeant. Il y a une résistance aussi dans une librairie, je pense que tu y as été sensible à Toulouse, Vladimir Yankelevitch, il y a une librairie qui est formidable, qui est tenue par un Italien, et en fait dans l'arrière-boutique, toutes les semaines on se réunit pour discuter philosophie, mais pour aussi essayer de trouver des moyens de résister, pour distribuer des tracts. Et oui, une résistance très protéiforme qui à Toulouse a été d'une richesse vraiment très impressionnante. Alors sinon, pour ton tout récent roman, oui, Dakota, alors là, on franchit l'Atlantique. Voilà. Bon, il y a quand même un lien, mais il faut peut-être pas en parler tout de suite. Mais il y a toujours des liens. En tout cas, si, il y a un lien très clair avec le monde d'Anna, qui est donc Dakota Song part de cet immeuble Dakota à New York, qui a été construit en 1884, qui devait être un des premiers immeubles avec ascenseur. 4 ascenseurs, c'était le luxe absolu. Et qui était à la fois donc en hauteur
et pour des gens, pour que ce soit très confortable en fait. Oui, c'est un immeuble qui a été créé par un monsieur qui avait fait fortune dans les machines à coudre Singer. Et il s'appelait Edward Clark. Et en 1880, il a eu vraiment une intuition presque géniale. Il s'est dit, à New York, les gens étaient dans des maisons, dans des townhouses particulières, mais la ville va se développer énormément, va devenir une mégalopole. En 1884, c'est pas évident, hein, et il va falloir construire des immeubles. Et moi, je veux construire un immeuble, mais je veux l'immeuble le plus beau, le plus confortable pour que les riches s'y installent. Et donc, il crée un immeuble, ça prend 2 ans, ça lui coûte $1 million. À l'époque, c'est une fortune, évidemment. Ça occupe tout un bloc de la rue et ça donne sur Central Park. Et donc là, il y a 4 ascenseurs, de l'acajou partout, 6 mètres de hauteur sur le plafond. On dirait un château, quoi. Un château en Allemagne, c'est une espèce de forteresse imprenable. Ils produisent leur propre électricité, ils ont leur chauffage central. Il y a 150 personnes qui veillent sur les propriétaires. Alors c'est comme vous allez au restaurant, voilà, il y a des blanchisseuses, il y a des garçons d'étage, il y a des jardiniers. Enfin, c'est le Club Med, voilà, c'est comme si vous étiez au Club Med, c'est la vie de château sans en payer le coût. Et c'est un sacré pari parce que c'est installé dans le West Side, à la hauteur de la 72e rue. À l'époque, en 1884, c'est un champ. J'ai regardé les cartes, on voit les photos d'époque. Il y en a une en prise l'hiver avec comme un étang ou un lac où les gens font du patin à glace et l'immeuble c'est tout enneigé et l'immeuble est là, il se dresse tout seul. Tout seul, donc 10 étages. Alors le style, c'est un peu, je sais pas comment on pourrait dire, vampiro-gothique. Hein. C'est un peu la famille Adams quand même. Hein. Vous rentrez là-dedans, c'est très noir. Enfin, vous rentrez pas d'ailleurs, c'est une communauté fermée. Et moi, j'ai eu du mal, mais j'ai pu y séjourner. Et donc, oui, ce qui m'intéressait, c'était de raconter cet immeuble parce que c'est un immeuble qui n'est pas comme les autres. Et les personnes qui y habitent, en fait, ne peuvent rentrer que par cooptation. Voilà, on ne rentre pas comme ça, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on n'a pas de dette, il faut répondre à des questions toutes plus indiscrètes les unes que les autres, on n'a pas le droit de donner des cours, on n'a pas le droit de prêter son appartement une semaine, il faut montrer sa feuille d'impôt, enfin c'est vraiment extrêmement difficile. D'ailleurs, après, donc John Lennon s'y installe, d'autres célébrités vont s'y installer, mais par exemple, Madonna a essayé dans les années 80 de rentrer au Dakota et elle a été refusée. Donc, c'est pas du tout uniquement une question d'argent, c'est une question de qu'est-ce que cette personne va pouvoir nous apporter. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était Lorraine Bacall. Voilà. Et alors enfin, on n'en avait pas parlé de ça avant, mais pour moi, c'était elle le personnage central. Et je savais pas trop le dire. C'était elle au début. À la lecture, parce qu'en fait, donc c'est un roman choral où à chaque fois presque à chaque chapitre, c'est soit un des habitants, soit le héros dont on n'a pas encore parlé, d'ailleurs, Sean Pepperdine, on va en parler, qui parle. Et Lorraine Bacall, elle prend pas la parole, mais elle est toujours là. Elle est toujours là parce que ça a été mon premier personnage, en fait. Elle fait rien de spectaculaire, mais elle est toujours là au bon moment. Elle a vécu 50 ans au Dakota. Et en fait, moi, j'ai commencé ce livre en me disant que j'allais écrire une biographie de Lorraine Bacall. Parce qu'elle a des origines roumaines, comme moi. Et puis, parce que je l'avais trouvée, d'abord, elle s'est mariée à 20 ans avec Bogart, ce qui ne devait pas être quand même facile. Et je l'avais trouvée très courageuse dans tout sa lutte contre le macartisme. Et ça m'intéressait. Donc quand elle est morte en août 2014, j'ai pensé que j'ai lu parce qu'elle a écrit 2 énormes autobiographies. Et puis dans ces pages, elle dit, mais elle raconte son amour pour son immeuble, donc le Dakota, et elle raconte comment c'est de vivre avec Leonard Bernstein, le père de West Side Story, comment c'est de croiser Rudolf Nureyev dans l'ascenseur, qu'est-ce que ça a fait aux réunions de copropriétaires de voir débarquer John Lennon. Je me suis dit, mais c'est évident, c'est plus qu'elle, qui est comme un espèce de fil rouge dans le livre, il faut raconter
l'histoire de cet immeuble vue à travers, et donc voilà, vue à travers les yeux d'un outsider. Et donc j'ai choisi un jeune homme noir, pauvre, de Harlem, qui a jamais quitté Harlem, qui s'appelle Sean, et qui un jour va assister à l'assassinat de son meilleur ami dans les rues de Harlem. Il est complètement traumatisé, il a peur des gangs, et il va se réfugier grâce à son oncle au Dakota. Donc il est d'abord au sous-sol, caché, Dans la chaufferie. dans la chaufferie, puis progressivement, comme son ascension sociale, il va s'élever dans l'immeuble, il va devenir portier, ce qui aux États-Unis et à New York est un rôle très important. Hein. Le portier, c'est celui qui... Surtout dans voilà, un immeuble comme ça. dans un immeuble comme ça, Il faut où aussi vraiment, filtrer, voilà, faire on face aux croise Mohamed journalistes Ali, qui on veulent, croise Andy Warhol, il faut bien présenter et bien représenter l'immeuble. Et donc moi je le prends en 1970 et je les abandonne en 1980 au moment de l'assassinat de John Lennon. Donc un roman choral avec 8 personnages qui vont s'aimer, se détester, se disputer, qui vont vivre la grande panne d'électricité de 1977, qui vont vivre la grande fête du bicentenaire. Enfin, il se passe toujours quelque chose au Dakota. C'est comme une fenêtre ouverte sur l'Amérique, en fait. Il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a les assassinats, les tentatives de suicide, les cambriolages, la violence. Les années 70, c'est une période violente hein, pour la ville. La ville, c'est Son of Sam, c'est Taxi Driver, hein, c'est le film Taxi Driver. Donc la ville est dans un état épouvantable, mais c'est aussi une période de grande créativité, une période voilà, de révolution gay, de révolution sexuelle, de révolution pour les Noirs. Voilà. Donc c'est ça ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un personnage qui faisait un peu comme un fil rouge, comme un sésame, pour entrer dans un endroit où on ne rentre jamais en fait. Oui, et lui-même, est justement, comme il vient de Harlem, qu'il est noir, il est le premier. Oui, et il en est accéder, fier, même oui. s'il va pas il va pas faire sa vie là-bas, mais certains vont l'aider, certains de ses résidents, dont certains sont donc très célèbres, vont l'aider à se construire et vont lui tendre la main. D'autres vont plutôt songer à le À détruire. l'accuser de tout. Voilà, de donc rien, c'est le puisque, racisme ordinaire de cette époque-là, qui, on le voit bien, n'est pas vraiment fini aujourd'hui, mais autour d'un monument historique, puisque le Dakota est devenu un monument historique de New York. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai travaillé avec des cartes, j'ai travaillé avec des photos, avec des livres d'architecture, et puis j'ai enfin obtenu, par des amis d'amis, la possibilité de venir une fois, puis 2 fois au Dakota. Donc là, j'ai pris plein de photos en me cachant dans les couloirs, la cour, etc. J'ai posé plein de questions aux doorman, aux électriciens, aux plombiers, enfin tous les gens que je rencontrais. Et puis après, j'ai pu séjourner quelques jours et quelques nuits pour m'imprégner de l'esprit du lieu. Mais parce que j'aime bien les immeubles. Effectivement, dans Anna, il y avait déjà un immeuble. Et puis parce que je suis très imprégnée de Pérec, hein, voilà, La vie devant soi, de l'immeuble Yacoubian aussi, voilà, même les chroniques de Armistad Maupin, j'ai beaucoup aimé ça, et donc j'avais envie, voilà, qu'ils soient tous sous un même toit, qu'ils interagissent, et qu'en même temps ils aient leur vie propre. Voilà, donc j'avais 300 pages de plus que j'ai dû couper parce que ça faisait trop. Ouais, bah peut-être nous on regrette en fait, parce que moi voilà, j'aurais bien continué, mais un tome 2. Un tome 2. Et justement, je me demandais parce que donc il y a ceux qui ont vraiment vécu là, Lauren Bacall, Lennon, Bernstein, mais il y a d'autres personnages qu'on voit davantage. Qui sont donc des personnages de romans, clairement. Tout à fait. Comment as-tu fait ton casting? Parce que je pense qu'il devait y avoir encore plus plein d'idées et plein de personnages, quoi. Et lesquels ils se sont un peu imposés. Je voulais un gay qui allait vivre cette révolution, donc voilà, ça en a été un. Je voulais un enfant, parce que c'était des adultes, mais ça m'intéressait d'avoir le regard d'un enfant sur cet immeuble. J'avais envie d'avoir une mondaine, parce que les années 70, c'est des années de fêtes, de parties,
aussi. Voilà, je voulais avoir quelqu'un qui était peut-être d'une extraction sociale différente, plus pauvre et qui arrivait, qui était totalement subjugué par la beauté et le luxe de cet immeuble. Donc voilà, les personnages, ils se construisent au fur et à mesure. J'ai fait des dossiers en fait pour chacun parce qu'il fallait leur donner une silhouette, une force physique, des caractéristiques. Puis après, une fois qu'ils étaient un peu montés, créés, après les faire Mais il n'y en a pas que interagir. tu as dû laisser de côté en cours de route Si, pour justement... j'ai rétréci, j'en ai enlevé quelques-uns, mais qui marchaient moins ou qui étaient peut-être superflus. Un psy, parce que à New York, c'est quand même... Là, il y en a quand même. Voilà, donc j'ai gardé le psy, mais voilà, New York est la ville des psychanalystes, donc Lorraine Bacal va être psychanalysée par Nathan. Et voilà, l'idée, c'était effectivement de mêler des personnages bien réels à des personnages imaginaires, essayer de reconstruire cette décennie formidable, voilà, et puis cette ville incroyable qu'est New York. J'y ai habité donc 4 ans, et donc j'ai été guide pour payer une partie de mes études, enfin une toute petite partie parce que c'était vraiment extrêmement cher, mais et donc tous les week-ends je passais devant le Dakota, et donc je me disais un jour peut-être j'écrirai cette histoire. Ben voilà, tu voulais lire oui, pourquoi pas. Don hausse les épaules. Le système du Dakota lui a toujours paru archaïque, une survivance du passé, avec son personnel qui n'avait pas droit à la barbe, ses promeneurs de chiens, ses concierges zélés, toujours prêts à aller chercher du lait à l'épicerie, surveiller les enfants, arroser les plantes, et même le cas s'était trouvé à rompre avec une maîtresse à la place de son amant. Dakota, ou le règne de la Sistana. Aux antipodes de son quotidien de policier truffé de filles défigurées, de gosses sur le trottoir accros à l'héroïne à 12 ans, de corps jetés dans le port. New York était la ville la plus dangereuse des États-Unis, le métro, un coupe-gorge. Les classes moyennes et supérieures fuyaient vers les banlieues, l'État de New York ou le Connecticut diminuant encore les recettes fiscales d'une ville saignée à blanc. Le Dakota, forteresse palatiale en plein Manhattan, faisait figure de petit royaume, un écrin d'irréductible privilégié au cœur de la cité. La grosse pomme pourrissait lentement, mais le Dakota, lui, ne changeait pas. Voilà, et donc j'ai appris que donc j'étais la première à écrire un roman sur cet immeuble, et j'ai appris qu'un romancier américain sortait l'année prochaine un livre sur une famille dysfonctionnelle au cœur du Dakota. Voilà, donc j'étais contente de l'avoir. C'est plus une seule famille. Là, c'est plus l'immeuble. Ouais. Et je me suis demandé, ça ferait une série extraordinaire. J'adorerais, mais bon, j'essaye un petit peu, ma maison d'édition essaye un peu. Alors, les Américains tordent le nez en disant « Oh là là, mais pourquoi une Française s'intéresserait à un immeuble américain ?» Je trouve ça complètement idiot comme réflexion, parce que franchement, ça voudrait dire qu'Hemingway, c'est pas que je me compare, mais ça voudrait dire qu'Hemingway, il n'a pas le droit de parler de corrida parce que c'est pas son précaré. Enfin bon, voilà, mais on a beaucoup entendu parler des années 70, mais c'est vrai que le principe de l'unité de lieu, ça fonctionne bien pour une série. C'est vrai que... Là, avec les personnages et qu'on voit évoluer sur plusieurs années. Enfin, j'adorerais. Voilà, il faut juste trouver le producteur et le bon fil. Et là, malheureusement, les auteurs sont très très démunis. Hein. On est comme des yaourts, on attend qu'on nous prenne avant la date de péremption. Et on n'a pas grand-chose à jouer comme carte. Bon, ben on va peut-être, en espérant que justement un producteur, peut-être sur YouTube, verra entendre parler de Dakota. Il y a un documentaire qui est prévu pour Le Gardien de nos frères. Ah oui. Voilà. Et puis le premier livre avait été aussi acheté pour un téléfilm. Donc on verra ce que ça donne. Là, moi, je commence à travailler sur un septième livre. Voilà, et puis je me rends compte que je tourne encore. Alors c'est une histoire complètement différente qui se passe dans les dom-toms, donc a priori rien à voir, mais je tourne comme par hasard autour de l'exil, autour de l'enfance maltraitée. Et puis quelqu'un ira à New York ou on reviendra. Autour d'un scandale. Voilà. En tout cas, moi j'irai à New York parce que la librairie française m'a demandé de venir pour faire une conférence, parce que le livre marche très bien là-bas. Les Français expats l'achètent, voilà, sont contents de l'acheter. Donc, en tout cas, moi j'irai, ce qui est toujours un plaisir.
Merci de m'avoir écouté. Ben, J'ai eu merci. l'impression d'avoir pas Bravo. beaucoup parlé. Passionnant.